La holding Transnistrie. La Transnistrie, ou République moldave du Niestre, possède tous les attributs d'un État, disposant de ses propres institutions, de sa constitution, de son armée, de sa monnaie, le rouble transnistrien, de son drapeau, de son hymne. Pour la communauté internationale, elle n'est pourtant reconnue par aucun membre de l'ONU, pas même par la Russie, et est considérée comme une région autonome de la Moldavie, d'une superficie de 4163 km². Et pourtant, la Transnistrie délivre des passeports qui permettent de se rendre dans 2 endroits de la planète, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, 2 régions géorgiennes séparatistes qui reconnaissent l'existence de la Transnistrie. Mais bon, ils n'ont strictement aucun aéroport en Transnistrie, donc ce passeport est en réalité inutile. Côté moldave, il y a de sérieuses réticences à donner des papiers nationaux, car le gouvernement en place n'a pas particulièrement envie de donner le droit de vote, de peur de voir un transnistrien arriver au pouvoir par les urnes, lassé d'habiter dans un pays qui n'existe pas officiellement. L'intervention moldave. Déterminé à éviter une désagrégation de la Moldavie après la chute de l'URSS, Chisinau décide en mars 1992 du franchissement du Niestre par ses forces de police. Hostiles à la dissolution de l'URSS, les forces séparatistes de Transnistrie, qui redoutaient un mouvement de réunification de la Moldavie avec la Roumanie, bénéficient du soutien de la 14e armée russe stationnée sur son territoire sous le commandement du général Alexandre Lebed, jusqu'en 2002. Le conflit fait environ 1 millier de victimes en une décennie. Un accord de cessez-le-feu signé à Moscou prévoyait le retrait des forces russes dans un délai de 3 ans et un statut d'autonomie pour ce territoire. Aucune évolution dans ce sens n'a depuis été constatée. La Russie conserve une base dans l'enclave et y stationne quelques 1500 soldats russes pour tenter de court-circuiter toute intention moldave de reprendre les combats pour tenter d'avoir le dessus sur ce petit territoire stratégique. Une économie industrielle. Tiraspol, bien doté en industrie lourde depuis l'URSS, jouit de la protection militaire russe, de la gratuité du gaz russe pour le chauffage, les transports et la production d'électricité dont le coût est imputé à la dette moldave, et de subventions russes pour le paiement des retraites. L'économie de la Transnistrie, connue pour être un haut lieu de contrebande et de trafic d'armes, est également tournée vers l'Union européenne, en particulier pour des produits métallurgiques et textiles étiqueté Made in Moldova. La main-d'œuvre peu coûteuse permet notamment à l'entreprise Styrotex, qui emploie quelques 6000 salariés, d'être concurrentielle avec la Chine et d'exporter des produits de toutes sortes, y compris pour les marques de luxe. Le groupe Shérif. La nostalgie soviétique, visible dans les symboles sur tout le territoire, du drapeau siglé de la faucille et du marteau, au statut de Lénine, ne doit pas masquer une autre réalité. La majorité des entreprises de cet État dans l'État appartient à un seul groupe, Shérif. Fondé par 2 anciens officiers du renseignement soviétique, Viktor Gouchan et Ilya Kazmali, profitant des vagues de privatisation post-URSS, l'entreprise est devenue un vaste conglomérat contrôlant les supermarchés, les stations-service, l'énergie, la vente d'alcool et de cigarettes, ainsi que le club de football de Tiraspol, qui a même vaincu le Real Madrid en Ligue des Champions de l'UEFA en septembre 2021. Shérif sponsorise et contrôle le parti Renouveau et finance la campagne de Vadim Krasnoselski, élu en 2016, puis le 12 décembre 2021 avec 87% des voix et une participation de 35,3%, au terme d'un scrutin ne comptant aucun véritable opposant. Le président de la Transnistrie est donc contrôlé par ce grand groupe multitâche qui mélange des activités légales et clandestines. C'est en 1992, avec l'accession à l'indépendance de la Moldavie, que plusieurs responsables du KGB et de l'armée ont été envoyés depuis Moscou pour construire et organiser une forme de pays dans une zone d'ethnie russe à la frontière est de la Moldavie. Ceci explique d'ailleurs le faible éloignement idéologique entre l'URSS et la Transnistrie moderne, alors que la Russie s'est éloignée en grande partie des idéaux communistes du XXe siècle. La stratégie de Poutine. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les gradés de l'OTAN et les spécialistes regardent cette enclave moldave avec attention. La Transnistrie est un carrefour énergétique important vers la Moldavie qui dépend de l'électricité transnistrienne pour répondre à la majorité des besoins de sa population. Moscou ne s'est donc pas privé de faire pression sur ce levier, privant Tiraspol de courant en baissant les quantités de gaz vendues par Gazprom aux centrales thermiques moldaves. Le gouvernement moldave est ouvertement pro-Union européenne car il a réellement peur
du pouvoir russe qui s'exerce en Transnistrie et Vladimir Poutine le sait très bien. Le parti pro-russe SOR a reçu de larges financements de Moscou et compte bien tirer son épingle du jeu dans un pays qui subit la colère de ses habitants privés d'énergie en plein hiver. Le projet de Nouvelle-Russie reste dans l'esprit du Kremlin qui voit dans la Transnistrie une limite occidentale à ses revendications territoriales. Mais le repli russe de Kherson vers l'autre rive du Dniepr va retarder ses plans de jonction entre les nouveaux territoires conquis par la force et la Transnistrie historiquement russophile. Les référendums sur l'indépendance de la Transnistrie se sont succédés depuis sa création en 1992 avec un objectif clairement affiché, l'indépendance, suivi d'une libre adhésion à la Fédération de Russie. En septembre 2006, les quelques 400 000 électeurs de l'enclave avaient voté à 97,1% pour un rattachement à la Russie. Cela annonce la couleur. Mais l'enclave se vide de ses habitants à une vitesse fulgurante. Ils ne sont plus qu'environ 250 000 à l'heure actuelle. La faute à un exode massif de sa population active et de la jeunesse qui ne peut se développer économiquement. Le salaire moyen varie entre 200 et 300 euros par mois, c'est encore moins que le salaire moldave, qui est pourtant le pays le plus pauvre d'Europe. Il y a une vraie césure dans leur choix d'émigration. L'Union européenne pour les uns et la Fédération de Russie pour les autres. Mais la Russie sait tenir d'une main de fer son influence dans la zone. Elle offre gracieusement gaz et soldats en échange de sa zone d'influence en Moldavie. C'est un statu quo très confortable pour beaucoup d'habitants de la région. Merci de nous avoir regardés. Nous espérons que cette vidéo d'actualité vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à liker et à commenter. Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux pour améliorer notre référencement. À la prochaine!